Bienvenue, chers auditeurs, pour une nouvelle enquête fascinante avec le célèbre Hercule Poirot. Nous aimerions savoir d'où nous écoutez-vous et quelle heure est-il chez vous en ce moment. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. Alors, installez-vous bien et que le mystère commence. Le soleil, de fin d'après-midi, baignait Helmden Park d'une teinte dorée, conférant au domaine déjà grandiose un air d'opulence si typiquement anglais, que même Hastings se retrouva momentanément enchanté. La garden party annuelle de Lady Wilhelmina Strathmore avait une fois de plus attiré la haute société du Berkshire sur son domaine majestueux, avec des parasols, des costumes en lin et des flûtes à champagne à perte de vue. Charmant, dis-je en ajustant ma cravate, alors que je jetais un coup d'œil autour de moi. Absolument charmant. Je pense que Lady Strathmore s'est surpassée cette fois-ci. Poirot, debout à côté de moi, avec une expression légèrement amusée, pencha la tête vers le grand manoir en pierre qui se dressait au-delà des haies. Oui, mon ami, vraiment très charmant. Et pourtant, il fit une pause, effaçant un grain de poussière imaginaire de sa manche. Et pourtant, ai-je demandé, il y a une certaine tension dans l'air, comme la dernière note aiguë d'une symphonie avant le silence. J'ai froncé les sourcils. Vous êtes poétique. Il sourit modestement. Pas poétique, Hastings, observateur. Avant que j'aie pu répondre, un domestique est passé avec un plateau en argent, nous offrant du Pimm's bien frais. J'ai accepté avec gratitude. Poirot refusa, en secouant légèrement la tête. Autour de nous, les sons de la joie du jardin tourbillonnaient, des rires légers, le tintement des verres, un quatuor à cordes, au loin. Pourtant, même au milieu d'une telle gaieté, les petites cellules grises de Poirot semblaient inhabituellement actives. « Dis-moi, Hastings, » murmura-t-il en scrutant la foule avec les yeux plissés. « Avez-vous déjà eu l'impression, lors d'une réunion comme celle-ci, que les gens parlent davantage avec ce qu'ils pensent? Ne pas dire ?» J'ai ri. « Vous lisez trop lors d'une fête l'après-midi. »« Peut-être, » répondit-il avec un sourire qui n'atteignit pas vraiment ses yeux. Mais il ne faut jamais sous-estimer l'éloquence du silence. Alors que nous nous promenions plus loin dans le jardin, j'ai aperçu des personnages familiers des pages mondaines, de petits aristocrates, des colonels à la retraite et au moins un chanteur d'opéra. Poirot, toujours alerte, semblait plus intéressé par comment ils se sont mêlés. Qu'OMS il l'était. Près de la fontaine, un monsieur particulièrement bruyant riait un peu trop fort, tandis qu'une femme délicate, aux bras drapés de perles, ne cessait de jeter des regards nerveux vers la véranda. « Tu vois, » murmura Poirot. « Tout le monde joue un rôle, Hastings, mais tous ne sont pas convaincants. » J'ai suivi son regard vers Lady Strathmore, notre hôte. Elle était resplendissante dans une robe lavande, ses cheveux argentés coiffés en un chignon aussi royal que n'importe quelle duchesse. Elle flottait d'invité en invité avec un sourire qui aurait pu être sculpté dans le marbre. Elle semble être l'image de l'équilibre, proposai-je. Poirot hocha la tête pensivement. Oui, et pourtant, observez ses mains. Elles agrippent à son éventail comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage, une femme qui avait l'habitude de contrôler, mais qui aujourd'hui, peut-être, s'y accroche. « Vraiment, Poirot ?» dis-je en riant à moitié. « Tu insinues un scandale caché parmi les sandwichs aux concombres ?»« Je ne veux rien dire, mon ami, » répondit-il froidement. « Je note simplement ce que les autres ignorent. » La musique s'enflait doucement au loin, et le parfum des roses se mêlait à la fumée de cigares dans l'air chaud. « Quelque chose arrive, » a ajouté Poirot, plus pour lui-même que pour moi. « Je ne peux pas dire quoi,
mais il y a une note discordante sous cette mélodie parfaite. Et sur ce, il retourna à son silence vigilant, les yeux toujours immobiles. La musique affaiblie. C'était subtil au début, une fausse note sur le violoncelle, peut-être, ou une corde qui s'est cassée. Mais quelques instants plus tard, le quatuor cessa complètement de jouer et un silence descendit sur la pelouse comme un rideau de velours tombant dans le théâtre. Un domestique, pâle et essoufflé, s'était approché de Lady Strathmore. Elle se pencha alors qu'il lui murmurait avec urgence à l'oreille. Son éventail tremblait. Son visage, toujours calme, devint juste un peu trop blanc. Poirot, alerte comme un chat, fit un pas en avant. « Tu le vois, Hastings ?» J'ai hoché la tête. Quelque chose ne va pas. Lady Strathmore se redressa et dit doucement quelque chose au domestique, qui disparut aussitôt dans la maison. La fête était figée dans une confusion polie. Quelques instants plus tard, un deuxième domestique apparut et murmura quelque chose à l'un des valets de pied, près de la terrasse. Une petite ondulation traversa les invités. Murmure, sourcils levés, mains pressées contre la bouche. Lady Strathmore s'éclaircit délicatement la gorge. « Mesdames et messieurs, » annonça-t-elle, la voix tendue mais toujours ferme. « Il y a eu un incident des plus malheureux. Je dois demander que personne ne quitte le domaine pour l'instant. » Des halètements, des murmures, questions. Poirot m'a regardé et a murmuré. Le rideau s'est levé sur le premier acte. Peu de temps après, nous avons appris la raison de la perturbation. Un invité, M. Giles Radnor, un marchand d'art solitaire d'une certaine notoriété, avait été retrouvé mort dans le conservatoire. Mort, affalé dans un fauteuil en osier, une flûte à champagne cassée à ses côtés. Pas de sang, aucune marque, juste du silence. « On parle de cause naturelle », murmura quelqu'un à proximité. Poirot haussa un sourcil. « Ah, des causes naturelles. Mais dites-moi, Hastings, pourquoi, alors, la musique s'est-elle arrêtée? Et c'est ainsi que la véritable représentation a commencé. Nous étions parmi les premiers autorisés à entrer dans la véranda, ces panneaux de verre scintillant de condensation, alors que le froid du début de soirée s'installait. Un riche parfum d'orchidées flottait dans l'air, trop doux, trop calme. Là, dans une chaise, en osier à haut dossier, était assis M. Giles Radnor, complètement mort. Ses mains reposaient parfaitement sur les accoudoirs. Ses yeux étaient mi-clos, et ses lèvres arboraient la moindre trace d'un sourire, comme si l'homme s'était simplement endormi dans un agréable sommeil après une gorgée de bon champagne. « Remarquable, » murmurai-je. Poirot ne dit rien au début. Il se déplaça lentement autour du corps, le regard baissé, observant chaque détail, non seulement de l'homme, mais de l'espace lui-même. Le plateau de hors-d'œuvre intact, les pétales éparpillés sur le carrelage, la petite tige cassée d'une flûte à champagne près du pied de la chaise. Aucune marque, a déclaré le médecin de maison, arrivé quelques minutes plus tard. Pas de bleu, pas de sang. Je dirais une insuffisance cardiaque. Poirot haussa un sourcil. Si soigné, si calme, hein? Le docteur hocha la tête. Il souffrait d'une légère hypertension, selon son médecin privé. Très probablement un épisode cardiaque. « Mais il semble, » murmura Poirot, entièrement en paix. « Oui, une fin agréable, tout bien considérée, » dit vivement le médecin. Poirot lui lança un regard curieux. « Peut-être, monsieur, mais la mort, même paisible, laisse dans l'air un certain trouble. » Alors que le corps était respectueusement retiré, Poirot s'attarda derrière, les yeux fixés non pas sur Radnor, mais sur un seul pétale de rose, à peine écrasé, mais déplacé. De retour sur la terrasse, la fête s'était transformée.
Les invités ne sirotèrent plus et ne bavardèrent plus. Ils chuchotaient et regardaient, regardant nerveusement les fenêtres de la véranda, comme si la mort pouvait y jeter un coup d'œil. Poirot et moi avons dérivé discrètement à travers la foule murmurante. Des brimes de conversation flottaient à nos oreilles, comme des feuilles dans la brise. « Avez-vous entendu? Radnor est arrivé de Londres hier, de façon inattendue. J'ai entendu dire qu'il avait apporté quelque chose avec lui. Quelque chose, il n'aurait pas dû. Lady Strathmore avait l'air franchement malade lorsqu'elle l'a vu plus tôt. Les oreilles de Poirot, bien sûr, étaient plus finement réglées que les miennes. « Mon ami, dit-il doucement, entends-tu ce que j'entends? Tout le monde semble penser que Radnor détenait un secret. Juste comme ça, un secret qui avait du poids, du genre qui exige le silence. » J'ai froncé les sourcils. Pourtant, personne n'a rien vu, pas de lutte, pas d'appel à l'aide. C'est ça, dit Poirot, les yeux brillants. C'est ce qui me dérange le plus, qu'un homme meure si silencieusement au milieu du bruit. Soit c'était purement naturel, soit c'était l'acte le plus intelligent de tous. Et sur ce, il se retourna vers la maison, comme si quelque chose, un fil invisible, le rapprochait du cœur de tout cela. Alors que les derniers invités étaient doucement rassemblés vers le salon pour prendre le thé et se rassurer, je me suis mis à les suivre. Poirot, cependant, s'arrêta brusquement. « Nous ne partirons pas, Hastings. » J'ai cligné des yeux. Mais sûrement, si c'était des causes naturelles. Ah, la conclusion toujours fiable de convenance, l'interrompit-il en levant le doigt. Non, mon ami, vous avez observé le corps, n'est-ce pas? Bien sûr, serein, non marqué. Exactement, trop serein, trop banal, comme une scène arrangée pour l'effet. J'ai hésité. Vous pensez que quelqu'un l'a assassiné? Je pense, dit lentement Poirot, que quelqu'un recherchait nous faire croire qu'ils ne l'ont pas fait. Il se tourna, son regard dérivant à nouveau vers la véranda. Aucun signe de lutte, aucun bruit, et pourtant, il était mort au milieu d'une fête, entouré de monde. Ce qui rendrait le meurtre pratiquement impossible. Ou, dit-il, le camouflage parfait. Il y a une longue pause. La dernière note du quatuor à cordes, qui résonnait encore faiblement au fond de mon esprit, me paraissait maintenant presque inquiétante. Poirot sourit détroitement. « Nous resterons, Hastings, car je crois que notre aimable hôte n'est pas le seul à avoir des secrets. » Et sur ce, nous sommes rentrés dans le manoir, non plus en tant qu'invités, mais en observateurs silencieux d'un décor déjà planté. Il était environ 7 heures lorsque le dernier invité avait quitté Elmden Park, sous la persuasion douce mais ferme du personnel de Lady Strathmore. Le doux bourdonnement de ragots inutiles les suivit dans l'allée de gravier, mais à l'intérieur de la maison, un calme particulier s'était installé. Un calme surnaturel, comme si les murs mêmes retenaient leur souffle. Poirot et moi étions restés à la demande de la dame, même si je dois avouer que je ne savais pas vraiment pourquoi. Le médecin local avait déclaré que la mort de M. Radnor était naturelle, et il n'y avait aucune raison évidente de s'alarmer. « Nous devrions vraiment partir, » dis-je en ajustant mes boutons de manchette, alors que nous nous retrouvions dans le salon, le feu maintenant atténué. Après tout, il n'y a plus rien à voir. Poirot croisa soigneusement ses bras sur sa poitrine. Cette curieuse lueur dans ses yeux, une fois de plus. « Rien de plus à voir, peut-être, Hastings, » répondit-il doucement. Mais tout est laissé à comprendre. Avant que je puisse répliquer, Lady Strathmore entra, son équilibre intact, même si ses yeux trahissaient l'usure de la soirée. « Monsieur Poirot, » commença-t-elle en baissant la voix sur un ton confidentiel, « je préférerais, pour l'instant, que ce malheureux événement ne soit pas rendu public. » Poirot incline la tête.
Madame, la discrétion est mon mot d'ordre. Mais vous devez sûrement comprendre qu'une mort inexpliquée. Le docteur Haynes a donné son avis, l'interrompit-elle doucement. Une défaillance cardiaque soudaine, ce n'est pas rare chez les hommes de son âge. Poirot sourit faiblement. Ce ne sont pas les événements courants qui attirent l'attention d'Hercule Poirot, madame, mais les silences inhabituels. Son front se plissa brièvement. Je vous demanderai de rester, monsieur Poirot. Je vous serais reconnaissant si vous pouviez vous assurer qu'il n'y a rien de fâcheux. Elle ne prononçait pas le mot « meurtre », mais elle n'en avait pas besoin. Poirot s'inclina. « Comme vous voudrez, madame, nous resterons. » Il s'est tourné vers moi alors qu'elle quittait la pièce. « Et donc, Hastings, notre soirée n'est pas encore terminée. La scène est dégagée, les acteurs partis, mais l'histoire ne fait que commencer. » La lumière du matin filtrait à travers les hautes fenêtres de la salle de petit-déjeuner, projetant des stries dorées sur le bois poli et le service en argent brillant. Je venais de me servir d'un œuf parfaitement cuit, lorsque Lady Strathmore entra, vêtue d'une nuance de gris tamisé qui me paraissait inhabituellement austère pour une femme de sa garde-robe colorée et confiante. Poirot, bien sûr, s'était levé tôt et était déjà assis, ne mangeant pas, mais l'observant avec une intensité qui me rendit étrangement gêné par sa présence. « Lady Strathmore, » dit doucement Poirot en s'asseyant. « Je vous remercie de m'avoir accordé cette interview si rapidement. »« Je me sentais mieux, » répondit-elle en croisant les mains. « Je dois être honnête, monsieur Poirot. Je ne suis pas une femme qui croit au théâtre ou à l'hystérie. Mais quelque chose à propos de la nuit dernière m'a laissé déstabilisé. » Poirot hocha lentement la tête. « En effet. Et pourtant, madame, vous avez insisté pour que la mort de M. Radnor soit qualifiée de naturelle. » Elle eut un sourire cassant. « Parce que j'espérais que c'était le cas. »« Vous l'espériez, » répéta Poirot en se penchant légèrement en avant. « Mais vous n'êtes pas convaincu. » Une lueur passa sur son visage, à peine perceptible, mais Poirot, comme toujours, le remarqua. « Monsieur Radnor, » dit-elle enfin, « n'était pas un homme que je qualifierais d'ami. Il avait un certain désagrément à son sujet, mais il évoluait dans les mêmes cercles. Il avait des affaires avec mon défunt mari il y a des années. » Poirot croisa les mains, les coudes sur la table. Des affaires impliquant l'art, peut-être. Elle leva brusquement les yeux. « Oui, comment as-tu » Il eut un léger sourire. « Un murmure, rien de plus. Et votre fils ?» Sa posture se raidit. « Lionel n'est pas concerné par cela. Cela, madame, reste à voir. Connaissait-il monsieur Radnor ?» Elle hésita, puis proposa une réponse diplomatique. Ils s'étaient rencontrés. Lionel le désapprouvait. « Je vois, » dit doucement Poirot. « Et pourtant, c'est votre fils que j'ai observé hier soir, en train de se disputer sur la terrasse, en train de se disputer avec un homme que je crois maintenant être monsieur Radnor. » Sa tasse de thé tinta légèrement contre la soucoupe. « J'apprécierais, » dit-elle, l'acier dans sa voix, désormais indubitable, que vous fassiez preuve de prudence en ce qui concerne ma famille. » Poirot hocha solennellement la tête. « Toujours, madame. Mais je dois suivre où mène la vérité, même à travers les allées des jardins du parc Elmden. » Elle se leva brusquement, lissant sa jupe. « Vous ferez, bien sûr, ce que vous devez. Mais je vous le demande encore. Si cela peut être géré discrètement, je considérerai cela comme une faveur personnelle. » Alors qu'elle partait, Poirot se tourna vers moi avec un petit soupir. « Il y a de la peur en elle, Hastings, pas la peur du chagrin, mais la peur d'être découvert. » J'ai haussé un sourcil. « Tu penses, moi, qu'elle cache quelque chose ?» Il m'a fait ce sourire exaspérant et énigmatique. « Mon cher ami,
Tout le monde cache quelque chose. La question est, quoi? Nous avons trouvé Lionel Strathmore dans la salle de billard, penché sur la table, une queue à la main et une expression d'irritation agitée gravée sur son visage. Le craquement sec d'une balle contre la poche latérale résonna dans l'espace caverneux. « Je ne suis pas d'humeur pour les interviews », marmonna-t-il à notre entrée. Poirot ne fit aucun geste pour répondre immédiatement. Il se dirigea vers une petite table d'appoint et ajusta un support de queue tordu avec un soin délibéré, puis se tourna avec ce calme théâtral qu'il brandissait si souvent comme un scalpel. « Monsieur Strathmore, commença-t-il avec une formalité délicate, vous devez pardonner l'intrusion, mais je crois qu'il est dans votre intérêt de me parler, en privé et honnêtement. » Lionel jeta la queue de côté et se versa un cognac. « La vérité est surfaite. »« Ah, dit Poirot en se rapprochant, mais nécessaire, monsieur, quand le nom d'une personne pourrait être impliqué, même par inadvertance, dans une affaire de mort subite. » Lionel se tourna brusquement. « M'accusez-vous de quelque chose ?»« Non, non, » répondit doucement Poirot. « Je pose simplement des questions, comme le doivent tous les bons détectives. » Lionel se moqua avec dédain. « Très bien, demandez. Mais je n'ai pas tué Radnor, si c'est de cela qu'il s'agit. » Poirot haussa un sourcil. « Alors tu admets le connaître ?» Lionel hésita, juste un peu trop longtemps. « Nous nous étions rencontrés, c'est tout. » « On vous a pourtant vu parler plus tôt, avec force avec lui sur la terrasse hier soir. » Lionel détourna le regard. Il me devait de l'argent. Un curieux renversement, songea Poirot. La plupart suggèrent que c'est vous qui deviez aux autres. Cela a touché une corde sensible. La mâchoire de Lionel se serra. Il m'a escroqué, d'accord. Il m'a promis de vendre un tableau en mon nom, une transaction hors marché. L'acheteur a disparu, le tableau aussi. « Ah !» dit Poirot en croisant les mains derrière le dos. « Et vous l'avez confronté, mais vous n'avez reçu aucune satisfaction. » « Bien sûr que non, c'était un petit rat glissant. Et pourtant, dit doucement Poirot, il est maintenant mort, et vous, monsieur, ne l'êtes absolument pas. » Lionel le regarda. « Ce n'est pas drôle. »« Je ne plaisante pas, monsieur, j'observe. Vous êtes un homme endetté. Les dettes font le désespoir, et le désespoir, hélas, fait souvent de mauvaises décisions. » Il se dirigea lentement vers la porte. « Vous dites que vous ne l'avez pas tué, très bien. Mais si je trouve des preuves que vous l'avez menacé, je ne l'ai pas fait. » Poirot se retourna. « Personne n'échappe aux conséquences de son caractère, monsieur, pas même le fils d'une maison respectable. » En partant, j'ai jeté un coup d'œil à Poirot. « Le croyez-vous » Il haussa légèrement les épaules. « Sa rage est réelle. Mais la rage peut être forte, mon ami. Ce crime, il en a été commis en silence. Nous avons trouvé Miss Eloise Marchbanks, assise dans la salle du matin, ses doigts délicats, enroulés autour d'une tasse de thé, comme si elle risquait de se briser si elle était trop serrée. Elle ressemblait au genre de femme qui s'excusait auprès des chaises lorsqu'elle se cognait dessus, timide, invisible, presque insignifiante. « Miss Marchbanks, » dit doucement Poirot, s'inclinant légèrement. « Merci d'avoir accepté de nous parler. »« Oh, je n'étais pas sûre d'avoir le choix, » répondit-elle d'une voix à peine plus forte que l'horloge sur la cheminée. Poirot lui offrit un sourire rassurant. « Vous connaissiez monsieur Radnor ?» Elle hocha la tête et posa la tasse. « Oui, je veux dire, pas de près. Je l'avais rencontré dans des galeries, des expositions. Il était marchand d'art, après tout. »« Oui, et saviez-vous qu'il était entré en possession de certaines œuvres, douteuses ?» Ses yeux se détournèrent. « Je ne suis pas. » Le ton de Poirot aiguisé par un fil. « Peut-être devrais-je être plus précis. Un faux tableau,
prétendument du regretté moderniste italien Fabriani, a été récemment découvert. Radnor aurait été l'intermédiaire. Elle avait l'air d'avoir avalé son propre souffle. Je ne pourrais pas le dire, mais tu pourrais le peindre. Elle s'est figée. Poirot se pencha légèrement en avant. Vous êtes talentueuse, mademoiselle, trop talentueuse, peut-être pour rester éternellement inaperçue. Je ne voulais pas, il m'a forcé, il y a des années, dit-elle soudainement, les mots chuchotant. Il a dit que si je ne le faisais pas, il me ruinerait. Il avait de l'influence, voyez-vous. Et hier, demanda Poirot. Elle ferma les yeux. Il a dit qu'il allait le dire à Lady Strathmore, que mon travail, mon vrai travail, était dans sa collection privée sous de faux noms. S'il était rendu public, elle serait ruinée, et moi aussi. Ah, dit doucement Poirot, il détenait donc du pouvoir sur vous. Un homme comme celui-là est dangereux, même dans la mort. Elle leva les yeux, tremblante. Mais je ne l'ai pas tué. Non, dit Poirot en se levant, mais vous l'avez peut-être souhaité. Alors que nous entrions dans le couloir, je jetai un coup d'œil à Poirot. Elle semblait authentique. Oui, murmura-t-il. Mais une personne effrayée peut commettre des choses terribles, Hastings, et souvent, elle le fait très discrètement. Nous avons localisé le docteur Roderick Haynes dans le bureau, penché sur le meuble à boissons et se versant ce qui n'était sûrement pas son premier verre de la matinée. Il se retourna en sursaut lorsque nous entrâmes. « Ah, monsieur Poirot, capitaine Hastings. » Il s'éclaircit la gorge. « J'espère que Lady Strathmore vous a informé que j'avais donné mon opinion sur la question. » L'expression de Poirot était illisible. En effet, monsieur, insuffisance cardiaque, n'est-ce pas? Le docteur hocha la tête, peut-être un peu trop vite. Soudain, calme et pas rare. Radnor était un homme d'un certain âge et m'avait avoué lors de sa dernière visite qu'il avait des palpitations. Le regard de Poirot était fixé sur les doigts du docteur, qui tremblaient légèrement alors qu'il tenait le verre. Et pourtant, dit-il doucement, il semblait être l'image de la sérénité, aucun signe de douleur ou d'inconfort. Eh bien non, mais en cas d'arrêt cardiaque, cela peut parfois apparaître ainsi, arythmie soudaine, chute de tension artérielle. « Pardonnez-moi, docteur », l'interrompit doucement Poirot, « mais la terminologie médicale, bien qu'impressionnante, ne répond pas à une question plus simple. Avez-vous examiné le corps de près ?» Le docteur cligna des yeux. « Eh bien, bien sûr, oui, je n'ai pas vu la nécessité d'une autopsie. » « Une conclusion commode, » murmura Poirot. Le docteur Haynes se redressa, les joues rougies. « Écoutez, je suis le médecin de Lady Strathmore depuis 15 ans. Je sais quand quelque chose est suspect, et ce n'était pas le cas. » Poirot pencha la tête. « Et pourtant vous semblez très anxieux, docteur. Dites-moi, est-ce la mort qui vous a déstabilisé, ou l'idée que quelqu'un remette en question vos certitudes? » Un battement passa. « Il m'a demandé quelque chose ce soir-là. » Marmonna finalement le médecin, les yeux baissés. « Radnor, il a demandé un somnifère, de la morphina, juste un peu pour passer la nuit. Il a dit que le bruit lui donnait des maux de tête. » La voix de Poirot était très basse. « Et tu le lui as donné? » « Non, » dit précipitamment le médecin. « Absolument pas. Je lui ai dit que c'était inapproprié, surtout dans un cadre social. »« Ah !» dit Poirot, effaçant un point invisible de sa manche. « Alors vous avez dû très bien dormir, sachant que vous avez refusé la pitié à un mourant. » Le docteur Haynes ouvrit la bouche, mais Poirot se tournait déjà pour partir. « Hastings, » dit-il doucement, « allons-nous examiner à nouveau la scène du crime? Je suis curieux de savoir ce qui se passe. » N'était pas trouvé. La véranda était désormais vide, à l'exception du bruissement murmuré des feuilles effleurant les vitres. Elle avait été rangée, bien sûr,
Mais le regard de Poirot ne se tourna pas vers l'évidence, mais vers le cachet. Il s'agenouilla près du buffet, regardant dans une armoire nichée sous le plateau de service. « Voilà », dit-il en sortant une bouteille vert foncé, à moitié pleine et sans étiquette. Une chose curieuse à cacher avec autant de soin. J'ai froncé les sourcils. Vous pensez que cela a été utilisé pour empoisonner Radnor? Est-ce que tu le sens, Hastings? Je me suis penché et j'ai reniflé. L'odeur était âcre, chimique, désagréable. Ce n'est certainement pas du champagne, dis-je. Poirot hocha la tête. Un solvant de nettoyage? Non. Quelque chose de plus délibéré. Il sortit un mouchoir et enveloppa soigneusement la bouteille. Nous ferons examiner cela. À ce moment, un valet de pied entra et s'arrêta en nous voyant. « Monsieur, pardonnez-moi, cette bouteille, elle a été trouvée hier soir, derrière le bar. Nous l'avons mise de côté pour la demander au personnel de cuisine. » Poirot se tourna brusquement. « Pourquoi était-il caché ?» Le valet de pied hésita. Nous n'en étions pas sûrs. L'un des invités a dit que cela semblait suspect. Nous ne voulions pas alarmer Lady Strathmore. L'expression de Poirot était illisible. « Vous n'avez pas informé les autorités ?» « Eh bien non, le médecin a dit. »« Oui, oui. » Poirot fit signe. Le médecin a exposé sa version des événements avec beaucoup d'insistance. Il s'est tourné vers moi. « Dites-moi, Hastings, cela ne vous semble-t-il pas étrange que le seul poison possible soit celui qui attend si soigneusement d'être découvert? Tu penses que c'est une plante? » « Je pense, » répondit-il en plissant les yeux, « que c'est un leurre, une distraction. Quand on veut commettre un acte discret, il faut d'abord créer une question forte. Nous avons quitté la véranda avec la bouteille à la main, mais le sentiment de mystère restait entier. Poirot réfléchissait à nouveau, doucement, intensément, avec cette immobilité particulière qui précédait toujours quelque chose de dévastateur. C'est plus tard dans l'après-midi que Poirot a demandé à voir les effets personnels de Radnor. Lady Strathmore les avait ordonnés de les ranger dans l'une des chambres d'amis, où une petite valise et un manteau avaient été disposés avec un soin austère. Poirot en examina le contenu avec une précision chirurgicale, des gants, un journal, quelques brochures de galeries d'art, un mouchoir monogrammé. Mais c'est dans la poche intérieure du manteau que sa main s'arrêta. Il en sortit un bout de papier déchiré, au bord roussi et gondolé. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé en me plaçant à ses côtés. Poirot le tint à voix basse, une demi-lettre, brûlée, mais pas assez pour être détruite. J'ai lu à haute voix les lignes tachées. Si vous le révélez ce soir, vous le regretterez. Je le pense vraiment. Je l'ai regardé. Une menace? Mais oui. Et publié récemment. Ceci était plié dans la poche de l'homme au moment de sa mort. Mais pourquoi le brûler? Pour l'effacer, répondit Poirot. Ou plutôt, faire semblant d'essayer. Quelqu'un voulait le trouver, mais pas facilement. Serait-ce une note de suicide? Il m'a lancé un regard flétri. Mon ami, les hommes qui écrivent dans des menaces de mort ne se les écrivent pas à eux-mêmes. J'ai rougi. Bien sûr. Poirot retourna le fragment entre ses doigts. Remarquez l'absence de signature, l'écriture inégale. Quelqu'un a écrit ceci à la hâte ou sous la pression. Cela suggère une panique. Il ouvrit le journal de Radnor et en feuilleta les pages, puis le referma avec un soupir. Rien, aucune mention de peur, mais ceci. Il tapota la note. Cela nous dit tout. Giles Radnor n'était pas simplement la victime du destin. Hylastes en a été la cible d'un avertissement. Un avertissement qu'il a choisi d'ignorer. Et celui qui l'a écrit, toujours parmi nous, dit doucement Poirot. Toujours souriant, peut-être.
toujours en train de boire du thé. Un silence tomba sur la pièce. Le genre de silence qui ne réconforte pas, mais qui aiguise. Et dans ce silence, j'ai réalisé quelque chose de effrayant. Radnor n'avait pas seulement décédé lors d'une fête. Il avait été silencieux. C'était juste après midi, lorsque Poirot fit sa demande. Non, son demande, qu'une salle appropriée soit préparée pour ce qu'il a appelé, de manière plutôt grandiose, une séquence d'enquête civilisée. Lady Strathmore obéit, même si elle avait l'air de tolérer à contre-cœur un inconfort nécessaire. L'emplacement choisi était le salon sud, lumineux, spacieux et imprégné de l'élégance d'antan. La lumière du soleil pénétrait à travers les hautes fenêtres, projetant de longues ombres sur le tapis oriental. Poirot inspecta la pièce avec satisfaction, ajustant la position d'un seul fauteuil, précisément au bon angle pour capter la lumière naturelle. Une deuxième chaise, moins ornée, et placée juste en face, était destinée au sujet d'intérêt. « Il doit toujours y avoir de la symétrie », déclara-t-il, même dans la conversation « mon ami ». Je l'ai regardé placer un délicat napperon, en dentelle, sous un vase de lys frais. « Vous décorez pour les interviews maintenant ?»« Non, Hastings, je prépare l'esprit. Une pièce encombrée mène à une confession encombrée. » Je devais admettre qu'il avait raison. Il y avait quelque chose de désarmant dans la façon dont l'espace avait été aménagé, ordonné, calme, presque thérapeutique, comme si l'on n'allait pas être interrogé par l'un des esprits les plus pointus d'Europe. Bientôt, le premier de plusieurs invités serait invité, non pas de force, mais sur demande polie. Et dans cette pièce au mobilier parfaitement équilibré et à l'air de calme civilité, les masques glissaient. « Ceci, » dit Poirot en croisant les doigts, « n'est pas simplement un salon, c'est un théâtre. Et au théâtre, mon cher Hastings, la vérité doit toujours occuper le devant de la scène. » Lady Wilhelmina Strathmore entra dans le salon avec la grâce d'une femme qui avait assisté à 1000 rendez-vous de ce genre. Comité de charité, thé politique, réunion de country club. Mais alors qu'elle s'installait dans le fauteuil, en face de Poirot, j'ai remarqué quelque chose de très inhabituel. Ses mains, gantées de satin ivoire, tremblaient très légèrement. Poirot n'a fait aucun commentaire dans un premier temps. Il lui proposa du thé, qu'elle refusa avec un hochement de tête poli. « Lady Strathmore, » commença-t-il doucement, « vous avez été très aimable en me permettant de poursuivre cette enquête chez vous. J'espère que vous comprenez que mes questions ne sont pas une intrusion, mais une nécessité. »« Je comprends, » répondit-elle. Sa voix était ferme, mais ses yeux trahissaient une lueur de méfiance. Poirot croisa les mains. « Vous avez déjà mentionné que M. Radnor n'était pas un ami. »« C'était une silhouette que je tolérais, » répondit-elle avec précaution. « Mon défunt mari s'est occupé de lui il y a des années. J'ai toujours trouvé M. Radnor plutôt désagréable. »« Mais récemment, » insista Poirot, « avez-vous découvert quelque chose chez M. Radnor qui a transformé votre tolérance en alarme ?» Il y a eu une pause, puis, lentement, elle acquiesça. « Oui, il avait des documents, des lettres au sujet d'un proche. Il a menacé de les rendre publics. Puis-je demander qui était impliqué ?» Elle se raidit. « Ce n'est pas à vous de le savoir. Il suffit de dire que s'il avait donné suite, les réputations auraient été ruinées, des vies modifiées. » Poirot pencha la tête. « Le chantage, madame, est une accusation lourde, encore plus lourde lorsque l'accusé n'est plus en vie pour se défendre. » Sa mâchoire se serra. « Je n'accuse pas. Je déclare simplement ce que je sais. » Les yeux de Poirot tombèrent non brièvement sur ses gants. « Et qu'est-ce que tu caches ?» Elle cligna des yeux. « Je vous demande pardon ?»« Vos gants.
dit-il doucement. Ils sont exquis, mais tachés. Je me suis penché en avant, et je l'ai vu aussi, une légère tache de couleur près du poignet gauche, rouge à lèvres. Lady Strathmore baissa les yeux et poussa un léger soupir, comme c'est insouciant. Le rouge à lèvres sur un gant, songea Poirot, est comme une signature laissée par accident. Il suggère un geste, une étreinte, peut-être, ou l'essuyage de larmes. Quoi qu'il en soit, cela parle de proximité émotionnelle. Je ne vois pas en quoi mes gants sont pertinents. Mais ils le sont, madame, parce que M. Radnor n'est pas mort seul dans une pièce. Il est mort pacifiquement, oui, mais la paix, dans un tel contexte, suit souvent l'illusion de réconciliation. Ses doigts se crispèrent sur ses genoux. Vous pensez que je l'ai vu avant sa mort? Je pense, dit délicatement Poirot. Vous l'avez vu dernier. Elle se leva brusquement. Je vous ai dit ce que je savais. En effet, murmura Poirot alors qu'elle quittait la pièce. Et maintenant, nous devons découvrir ce que vous avez choisi de ne pas dire. Nous n'avons pas eu besoin de convoquer Lionel Strathmore. Il est arrivé de lui-même, les épaules raides et les sourcils froncés, comme s'il entrait dans un duel et non dans un salon. Il portait la même veste en tweed que la veille, même si elle semblait maintenant légèrement froissée, et ses yeux portaient le fardeau d'une nuit blanche. Poirot, toujours aimable, désigna le siège d'en face. « Monsieur Strathmore, asseyez-vous, une tasse de café, non? Alors procédons. » Lionel restait debout, les bras croisés. « Je te l'ai déjà dit, je connaissais à peine Radnor. »« Ah, mais vous voyez, » dit agréablement Poirot. « Je crois que vous le connaissiez assez bien pour émettre un chèque. » Il y eut un bref silence. Puis, « Quel chèque ?» Poirot se pencha en avant et sortit de sa poche un bout de papier, plié, net et accablant. « Ce chèque, monsieur, daté de mercredi dernier, signé par vous, à l'ordre de monsieur Giles Radnor, une somme rondelette, 1000 livres, retirée de votre compte personnel. » L'expression de Lionel hésita. C'était un prêt. Alors tu ne sais à peine l'homme. Un prêt suggère une certaine familiarité, n'est-ce pas? Il m'a promis quelque chose en retour. Oui, et a-t-il livré? Lionel passa une main dans ses cheveux, clairement défaits. Il prétendait avoir une introduction en ligne pour un acheteur, un collectionneur à Paris qui voulait des aquarelles anglaises rares. Il a dit qu'il pourrait m'en rapporter 5000 si je lui en payais une d'avance. Et au lieu de cela, dit doucement Poirot, il a gardé l'argent, et les présentations n'ont jamais eu lieu. Il m'entraînait. Poirot hocha la tête avec sympathie. Et donc, vous l'avez confronté. Oui, j'étais furieux, mais je ne l'ai pas tué. Vous vous êtes disputé sur la terrasse, d'autres l'ont vu? Lionel eut un rire amer. Tout le monde se dispute avec Radnor, c'est pratiquement un rite de passage. Poirot se leva et se dirigea lentement vers la fenêtre. Vous dites que vous lui avez donné de l'argent pour organiser une vente. D'autres disent qu'il détenait des secrets. Certains disent qu'il avait quelque chose de dangereux en sa possession. Peut-être que ces choses ne sont pas si distinctes qu'il y paraît. Lionel ne répondit pas. Vous êtes endetté, monsieur. Un jeu de hasard, je suppose. Ah, pas besoin de confirmer. Les yeux disent oui même quand la bouche ne le fait pas. Ce chèque n'était pas simplement une affaire, c'était du désespoir. Et pourtant, dit Lionel en haussant les épaules, le désespoir ne fait pas de moi un tueur. Non, répondit Poirot, le regard froid. Mais ça fait mentir, et les mensonges, monsieur, sont la monnaie du meurtre. De tous les suspects, Miss Eloise Marchbanks était peut-être la plus délicate à approcher. Elle avait l'air d'une figurine en porcelaine, élégante, fragile et facilement cassable. Lorsqu'elle entra de nouveau dans le salon, elle parut plus petite, diminuée par le poids de tout ce qui n'était pas dit.
Poirot, cependant, n'a montré aucune hésitation. Il lui offrit un siège avec le même charme qu'il accordait à la royauté, puis prit place en face. « Mademoiselle, dit-il doucement, vous êtes une artiste, non ?» Héloïse cligna des yeux. « Oui, en quelque sorte. »« Vous peignez ?» a poursuivi Poirot, avec une grande sensibilité et discrétion. « Vous cachez du talent derrière la timidité, mais le pinceau, il ne ment pas. » Elle déglutit difficilement. « Qu'est-ce que tu veux de moi ? Pour comprendre votre lien avec M. Radnor, vraiment, cette fois. Je te l'ai déjà dit. Vous m'avez dit ce que vous souhaitiez être entendu. Maintenant, dites-moi ce qu'il faut dire. » Un silence resta entre Louis et Maisonneuve. Puis, Héloïse laissa échapper un long souffle vaincu. « Il y a des années, j'ai forgé un tableau, un seul. J'étais désespéré. Radnor l'a découvert. Il m'a dit qu'il protégerait ma réputation si je l'aidais de temps en temps. Et tu as aidé ? Oui, j'ai fait des copies, des petites, introuvables. Il les faisait passer pour des originaux. Je me suis dit que je n'avais pas le choix. » Poirot hocha la tête. Et plus récemment, Lady Strathmore possède un tableau dans sa collection privée, un Dorn, soi-disant. Mais c'est l'un des miens. Radnor le lui a vendu il y a 5 ans. Et il menaçait de le révéler ? Ses yeux se remplirent de larmes. Il a dit qu'il le lui dirait. Il a dit que cela nous ruinerait tous les deux. Je l'ai supplié de ne pas le faire, mais il a seulement souri. Il a dit qu'il y avait du pouvoir dans les secrets. Et en silence, demanda doucement Poirot. Elle détourna le regard. « Je ne l'ai pas tué. Peut-être pas, mais vous aviez un motif, et de la peur, et un accès. » Sa voix tremblait. Je n'en avais pas la force. Poirot se leva. « Ce n'est pas la force qui tue, mademoiselle, c'est le désespoir, et parfois, le silence est le couteau le plus cruel. » Alors qu'elle quittait la pièce, je me tournai vers Poirot. « Pensez-vous qu'elle en est capable ?» Il avait l'air pensif. « Capable, peut-être, mais il y a quelque chose d'incongru. Une femme accablée par la culpabilité ne se cache pas. Elle implore qu'on la punisse. Alors elle est innocente. » Poirot sourit faiblement. « Disons ceci, Hastings, elle s'est peinte dans un coin. Et maintenant, nous devons voir quelle couleur reste. » Le docteur Roderick Haynes retourna au salon avec une réticence visible. Sa démarche était plus lente qu'auparavant, ses épaules légèrement affaissées, comme s'il avait vieilli 10 ans du jour au lendemain. Un éclat de transpiration brillait sur son front, malgré la brise fraîche de l'après-midi qui s'infiltrait par la fenêtre, légèrement entr'ouverte. Poirot, toujours l'hôte, fit signe vers la chaise. « Ne vous inquiétez pas, docteur. Asseyez-vous, reposez-vous. » Le médecin s'exécuta, les mains trop serrées sur ses genoux. « Vous n'êtes pas un homme habitué à la tromperie, » dit doucement Poirot. « Et pourtant, tu m'en as déjà dit un. » Anne leva les yeux. « Je ne sais pas ce que tu veux dire, mais c'est le cas, » répondit Poirot. « Vous avez dit que vous n'aviez rien donné à Radnor cette nuit-là. Mais vos mains, elles tremblent, monsieur, non pas de vieillesse ou de fatigue, mais de culpabilité. » Une pause. Puis, Haynes soupira profondément. « Il m'a demandé de la morphine, vous aviez raison. Il a dit que le bruit, la musique, les rires, les discussions interminables lui donnaient des maux de tête. Il a dit qu'il avait besoin de dormir. Et j'ai refusé, » a déclaré catégoriquement Haynes. « Je lui ai dit que c'était inapproprié, dangereux. » Poirot pencha la tête. « Et pourtant, vous portez une trousse médicale. Il y avait sûrement quelque chose dedans. » « J'emporte de petites bombes hémopistose en cas d'urgence. Oui, mais je ne lui ai rien donné. » Poirot croisa les doigts. « Docteur, savez-vous comment la morphine peut être administrée sans détection ?» N déglutit. « Oui, mais encore une fois,
Je ne lui ai rien donné, je le jure. Poirot fit une pause, puis hocha la tête. Très bien, mais votre refus, était-il définitif? Était-il en colère? Il n'était pas en colère, juste déçu. Il a dit que je le regretterais. Hastings cligna des yeux. Que voulait-il dire par là? Le visage du docteur pâlit. Je ne sais pas. Mais depuis, je n'ai pensé à rien d'autre. Poirot se leva. Vous ne l'avez pas tué, docteur, mais quelqu'un l'a fait. Et qu'il s'agisse de poison, d'oreiller ou de persuasion, le meurtre laisse une empreinte digitale dans l'âme, sinon dans le corps. Alors que le médecin partait, Poirot resta immobile un moment. « Je crois que le bon docteur a dit la vérité, » dit-il enfin. Alors pourquoi ressemblait-il à un homme implorant pardon? J'ai demandé. L'expression de Poirot s'assombrit. Parce que parfois, Hastings, refuser de l'aide peut peser plus lourd que la donner. À la fin du dernier entretien privé, j'étais complètement perplexe. Chaque suspect avait des mobiles, financiers, émotionnels ou de réputation. Et pourtant aucun d'entre eux n'en avait l'opportunité, ni franchement les moyens. Il n'y avait aucune trace d'arme, aucune trace de poison, aucun son, pas même le moindre cri de Radnor avant sa mort. « Poirot, dis-je alors que nous retournions au conservatoire, je n'arrive pas à comprendre cela. C'est parce que tu penses avec les yeux, mon ami, répondit-il, en regardant l'endroit où se trouvait la chaise en osier. Vous cherchez ce qui était fait, mais pas pour ce qui était feutre. Je ne suis pas. Il fit signe vers la pièce. Tout le monde avait une raison de souhaiter du mal à M. Radnor, mais tout le monde n'a pas eu le courage d'agir. Et pourtant, il est mort. Calmement, tranquillement. J'ai croisé les bras. Il n'y a pas d'arme du crime, pas de lutte, aucun signe de poison. La réponse la plus simple est sûrement que c'était cause naturelle. Poirot secoua la tête. Et pourtant, tout le monde m'en songe. Pourquoi? Pour se protéger. Ou pour cacher quelque chose de plus grand. Il se dirigea vers la table près des orchidées, où un seul verre de vin avait été débarrassé mais pas encore lavé. Aucun résidu, pas de poison. Alors comment a-t-il été tué? Ai-je demandé. Poirot eut un petit sourire. Ce n'est pas la bonne question, Hastings. Oh, vous devez plutôt demander comment quelqu'un pourrait-il faire croire qu'il est mort sans interférence? Je ne vois pas la différence. Ah, dit-il en levant le doigt, mais c'est pour ça que j'ai les petites cellules grises et toi l'envie de la moustache? J'ai soupiré. Tu apprécies beaucoup trop ça, naturellement. Le soleil se couchait maintenant, projetant de longues traînées de lumière orange sur le sol de la véranda. Le parfum des roses persistait encore faiblement, se mêlant à l'humidité terreuse, emprisonnée dans la structure en verre. Poirot bougeait avec détermination, ses yeux scrutant le sol avec une intensité inhabituelle. Je l'ai observé avec curiosité, jusqu'à ce qu'il s'arrête brusquement, s'accroupit près du coin où se trouvait la chaise de Radnor. « Voilà, dit-il doucement. Je me suis rapproché et j'ai suivi son regard. « Un pétale ?» j'ai demandé. « Oui, a-t-il répondu. Mais pas n'importe quel pétale, écrasé pétale, légèrement meurtri, hors de propos. » Je me suis agenouillé à côté de lui. Il y a des roses partout dans la pièce. Peut-être qu'elles sont simplement tombées. Peut-être, approuva Poirot. Mais regardez attentivement. Aucune des tiges voisines ne manque de pétales. Celle-ci vient d'une autre partie de la pièce. Elle a été apportée, ici. Par Radnor ou par quelqu'un d'autre. Il le ramassa délicatement et le tourna vers la lumière. Vous voyez, Hastings, la présence du pétale signifie peu. C'est son position, cela parle. Position? Il était sous le pied de la chaise, légèrement écrasé,
ce qui veut dire qu'il était déjà par terre, avant le corps a été enlevé. Et Poirot se redressa lentement. Cela signifie qu'il n'était pas seul lorsqu'il est mort. Je l'ai regardé, mais il n'y avait aucune trace de qui que ce soit. C'est précisément cela. Nous continuons à chercher ce qui est présent. Une arme, une marque, un témoin. Il regarda vers le ciel, qui s'assombrissait. Mais la vérité, mon ami, réside dans ce qui est absent. Et ça, c'est bien plus dangereux. Il y a un silence particulier qui s'abat sur une grande salle de bal anglaise lorsque la musique s'arrête et que la vérité est sur le point de commencer. Les lustres au-dessus de la salle de bal d'Elmden Park brillaient sans joie, réfractant la lumière de fin d'après-midi en points pointus qui dansaient sur le sol de marbre comme les fantômes d'une valse oubliée. Le quatuor à cordes avait été licencié depuis longtemps. Les plateaux de champagne avaient disparu. Les rires, si abondants la veille au soir, étaient morts dans l'air comme une mélodie jamais terminée. Poirot se tenait près de l'extrémité de la salle de bal, sa silhouette encadrée de façon spectaculaire par les hautes fenêtres cintrées derrière lui. Hastings, c'est-à-dire que je, se tenait maladroitement à ses côtés, un cahier à la main, même si je soupçonnais que j'écrirais très peu et resterais bouche bée beaucoup plus. Les suspects étaient arrivés, chacun avec une expression qui trahissait quelque chose de plus profond que la curiosité. Lady Strathmore était assise droite et sculpturale, ses mains gantées serrées sur ses genoux. Son fils, Lionel, s'appuyait contre le manteau de la cheminée, un air renfrogné permanent gravé sur son visage. Éloise Marchbanks planait nerveusement près du chariot, hâtée, ses yeux passant de Poirot aux portes comme pour calculer des issues de secours. Le docteur Haynes se tenait à l'écart, une main dans la poche, les lèvres pincées. Poirot attendit que la porte se ferme derrière le dernier arrivé. « Mes amis », commença-t-il avec cette pause dramatique qui faisait de lui autant un chef d'orchestre qu'un détective. « Je vous remercie tous d'être venus. Il y a eu une mort, tranquille, sans prétention, presque élégante, mais derrière un tel silence, il y a souvent une grande violence. » Il se tourna lentement pour leur faire face, un par un. « Et je crois, a-t-il poursuivi, d'une voix basse, mais indéniablement ferme, que le moment est venu de découvrir OMS tuer M. Giles Radnor, et comment. » La salle retint son souffle. Poirot sourit faiblement. « Mais d'abord, commençons, comme le font toutes les grandes tragédies, non pas par l'acte lui-même, mais par les mensonges qui ont ouvert la voie. » Poirot s'avança et joignit les mains derrière son dos, son regard balayant le groupe comme un maître dramaturge surveillant son casting. « Nous commençons, dit-il, non par la mort, mais par les mouvements de chacun de vous dans les heures qui la précèdent. » Il se tourna vers Lady Strathmore. « Vous prétendiez, madame, que vous étiez restée au salon de 7h30, jusqu'au moment où la musique s'arrêtait. Pourtant, le valet de pied. Charles vous a vu marcher vers le conservatoire à 8h20. Le menton de Lady Strathmore se leva d'un air de défi. Je suis sorti prendre l'air. La voix de Poirot était douce, mais la fenêtre du salon était ouverte. Pourquoi ne pas l'utiliser? Elle n'a rien dit. Il est parti. Monsieur Lionel, vous m'avez dit que vous étiez resté dans le jardin toute la soirée. Pourtant, un jardinier a découvert une empreinte boueuse juste à l'intérieur du couloir est, un couloir qui mène directement à la véranda. Vos chaussures, je crois, correspondent à la pointure. » Lionel se moqua. « Circonstanciel, j'ai erré, oui, mais je ne suis jamais entré dans le conservatoire. » « Et pourtant tu as laissé une marque. » Poirot se tourna vers Éloise Marchbanks. «
Mademoiselle, vous avez dit que vous aviez à peine parlé à Radnor pendant la soirée. Mais le journal de Radnor contenait une seule entrée pour la soirée. Marchbanks a avoué. Elle panique. Peut avoir de la valeur. Héloïse pâlit visiblement. Il m'a trompé, balbutia-t-elle. Il a dit qu'il n'écrirait rien. Ah, dit doucement Poirot. Mais des hommes comme Radnor n'oublient jamais leur influence. Finalement, il se tourna vers le docteur Haynes. Et vous, docteur, avez déclaré que vous aviez refusé la demande de morphine de M. Radnor. Mais le livret du pharmacien de la ville montre une ordonnance pour un sédatif puissant délivré dans votre main 2 jours avant la fête. Haynes ouvrit la bouche, puis la referma. Le ton de Poirot resta calme. Chacun de vous a dit la vérité, partiellement. Et une vérité partielle est peut-être plus dangereuse qu'un mensonge. Il se dirigea vers le centre de la pièce. Maintenant, imaginons. Monsieur Radnor siège seul à la véranda. Il a embarrassé Éloise. Il a piégé financièrement Lionel. Il a menacé de déshonorer le nom de Strathmore. Et il a fait pression sur le médecin. La voix de Poirot se transforma en un murmure. Il s'était fait l'ennemi de 4 personnes, et pourtant, aucun d'entre vous n'avoue avoir été près de lui lorsqu'il est mort. Il leva les yeux. Et c'est, mes amis, ce qui fait que meurtre, parce que seulement quand personne ne peut être placé près de la victime, et pourtant, la victime meurt, alors seulement savons-nous que la vérité a été étouffée par le silence. Une vague de malaise parcourut la pièce. Les yeux de Poirot brillèrent. Et maintenant, nous suivons le silence. Poirot commença à faire les 100 pas, à pas lents et délibérés, sur le sol de la salle de bal, tandis que les yeux de chaque invité le suivaient. Dans toute enquête, a-t-il déclaré, il y a des chemins qui mènent non pas à la vérité, mais qui s'en éloignent. C'est ce que nous appelons les faux indices, les faux fuyants. Il désigna le coin de la pièce. Commençons par la bouteille d'alcool empoisonnée. Elle a été trouvée cachée, comme par hasard, derrière un meuble de la véranda. Une odeur forte, une étiquette mystérieuse manquante. Quoi de plus prometteur pour les soupçons? Lionel bougea sur son siège. Mais hélas, a poursuivi Poirot, la bouteille n'a pas été touchée. Il n'y avait aucune empreinte digitale, aucune marque de coulée et aucune trace chimique sur le verre que tenait M. Radnor. Elle a été plantée. Une fioriture théâtrale destinée à attirer nos yeux, loin de la vraie méthode. Poirot se tourna vers Héloïse. Et le faux tableau, mademoiselle Marchbanks, vous aviez peur d'être révélée. Vous croyiez que Radnor avait l'intention de vous ruiner. Et pourtant, quel motif aurait-il pour annoncer une telle révélation lors d'une garden party? Il préférait le pouvoir en silence? Non. Il ne risquerait jamais tout cela avec une scène publique. Héloïse baissa la tête. Le regard de Poirot se tourna vers Lionel. Ensuite, nous avons les dettes de jeu. Ah, oui, un homme désespéré d'argent, une dispute avec la victime, un chèque important. Mais le mobile seul ne fait pas un meurtrier, et il vous manque, monsieur, une chose cruciale, la subtilité. Je suppose que c'est un compliment, marmonna Lionel. Poirot l'ignora. Si M. Radnor était mort au cours d'une bagarre, peut-être, mais non. Il est mort tranquillement, sans marque, aucun signe de lutte, et cela, mes amis, élimine toutes les théories enracinées dans la force. Finalement, il leva le doigt. Même la note, la menace à moitié brûlée, était incomplète. Elle servait à susciter l'émotion, mais manquait du poids d'une intention directe. Elle était également destinée à distraire. Il recula au centre de la pièce. Donc, vous voyez, les indices que nous avons recherchés, poison, argent, scandale, étaient des ombres projetées sur le mur. Le vrai crime se trouvait en dessous, élégant, efficace et surtout
invisible. Il y eut un moment de silence total dans la salle de bal, comme si l'air lui-même avait aspiré et n'osait pas le relâcher. Poirot se tenait parfaitement droit, ses yeux brillant maintenant de quelque chose au-delà de toute certitude. Performance. Revenons maintenant, dit-il doucement, au moment qui précède la mort. Il se dirigea vers les hautes fenêtres et regarda les jardins. Monsieur Radnor était assis dans la véranda. Seul, oui, mais pas pour longtemps. La fête battait son plein, la musique jouait, les rires résonnaient dans les couloirs. Et pourtant, dans ce domaine bondé, quelqu'un s'est approché de lui, sans un bruit. Quelqu'un qui n'avait pas besoin d'armes, qui n'avait pas besoin de se battre. Il se tourna vers les invités. Pas d'aiguille, pas de poison, pas de violence. L'éventail de Lady Strathmore lui échappa légèrement. Poirot sortit de sa poche intérieure un objet plié, transparent, cassant et presque invisible à la lumière. En plastique, dit-il en le tenant délicatement entre ses doigts gantés. Une feuille de film d'emballage, utilisée par les marchands d'art pour emballer des pièces fragiles. Il jeta un regard ostensible à Eloise Marchbanks. « Vous, mademoiselle, aviez apporté avec vous un portfolio, enveloppé précisément de ce genre de matériel. J'en ai trouvé un fragment dans la poubelle, derrière la véranda. » Le souffle d'Héloïse se coupa. Ce plastique, fin, flexible, et se dissolvant rapidement sous la chaleur, a été placé sur la bouche et le nez de M. Radnor. La musique jouait fort. Les bavardages masquaient tout son. On lui a offert une coupe de champagne et un sourire. Peut-être même des excuses. Poirot s'avança lentement. Et puis, doucement, avec des mains entraînées à tenir un pinceau, à maintenir une toile. Le drap a été placé sur son visage. Il n'a pas crié, il n'a pas agité. Cela a été fait lentement, tranquillement, cliniquement. « Non, » murmura Héloïse. « Oui, » dit Poirot avec gravité. « Vous n'aviez pas prévu de le tuer, mais quand il a menacé de vous ruiner, encore une fois, vous avez paniqué. Vous vous êtes souvenu du plastique, vous l'avez suivi. Je n'ai pas. »« Vous l'avez fait, » dit Poirot fermement, mais pas méchamment. Le pétale de rose écrasé sous sa chaise, vous l'avez effleuré lorsque vous vous êtes penché. Le rouge à lèvres sur le gant de Lady Strathmore. Le vôtre, transféré lorsqu'elle a essayé de vous consoler par la suite. Lady Strathmore cligna des yeux. Elle sanglotait. Je l'ai tenue dans mes bras un moment. Je n'ai pas compris. Poirot hocha la tête. Vous pensiez qu'elle était malade et à cause du chagrin. En vérité, elle s'effondrait sous le poids de ce qu'elle avait fait. Les épaules d'Héloïse s'affaissèrent, les larmes lui montant aux yeux. Il m'aurait détruit. Poirot s'avança lentement vers elle. Et pourtant, mademoiselle, vous vous êtes détruite. Radnor est mort. Mais votre culpabilité, elle restera plus longtemps que n'importe quel scandale. Il y eut à nouveau le silence. Un lourd. Cette fois, ce n'est pas né du mystère, mais de la vérité révélée. Poirot regarda Hastings. « Et voilà, mon ami, votre réponse. Pas une arme à feu, pas un poison, mais l'air lui-même, refusé. » Je ne pus qu'acquiescer, étonné. Invisible, mais précis. La moustache de Poirot se contracta. Comme tout art doit l'être, Hastings, même l'art du meurtre. Le silence qui suivit la déclaration finale de Poirot pesait lourd dans la salle de bal, plus épais que le velours, plus profond que le chagrin. Miss Eloise Marchbanks ne s'est pas évanouie, ni n'a crié. Au lieu de cela, elle baissa les yeux sur ses mains gantées, avec quelque chose qui ressemblait à de la résignation. Sa voix, quand elle se fit entendre, était à peine un souffle. Je n'avais pas l'intention de le faire, je voulais seulement lui faire peur.
Poirot s'avança avec une grâce douce qui démentait l'acier derrière ses paroles. « Non, mademoiselle, vous vouliez effrayer un homme qui trafiquait dans la peur, mais vous saviez que de tels hommes ne peuvent pas être effrayés, mais seulement arrêtés. » Elle leva alors la tête, les yeux brillants. « Il m'aurait détruit, toute ma carrière, ma réputation. Il a dit qu'il dévoilerait tout, cette nuit-là, devant Lady Strathmore, devant ses invités. Et donc, dit doucement Poirot, vous avez pris ce qui était à votre portée. Une feuille de plastique d'emballage artistique, un matériau que vous connaissez bien, flexible, introuvable, jetable. » Les lèvres d'Héloïse s'entr'ouvrirent, mais elle ne le nia pas. « Vous êtes entré au conservatoire sous prétexte d'excuses, » a poursuivi Poirot, sa voix douce comme de la soie. « Vous lui avez offert du champagne, vous avez ri, peut-être même dit que vous étiez désolé. Il ne s'attendait pas à de la violence de votre part, personne ne le ferait. » Elle hocha la tête une fois. « Il n'a pas lutté, il avait juste l'air surpris. Je pensais que je pourrais le reprendre. » Poirot secoua solennellement la tête. « Mais une fois que vous coupez le souffle à un homme, mademoiselle, il n'y a plus de perte. Vous avez choisi le silence, et le silence est absolu. » Lady Strathmore se leva brusquement. Elle est venue me voir après. Je pensais qu'elle était bouleversée par la scène. Elle tremblait. Je n'avais pas réalisé que c'était de la culpabilité. « Elle s'effondrait, » a déclaré Poirot, « comme le font même les âmes les plus douces lorsqu'elles sont accablées par une vérité trop lourde. » Lionel laissa échapper un lent sifflement. Alors, le peintre l'a fait. Il ne l'a pas vu venir. Poirot se tourna brusquement. « Ah, mais c'est l'essence du crime parfait, monsieur. On ne peut pas voir ça vient, parce que ça ne fait pas de bruit. » Il recula, laissant le moment s'installer. Héloïse sanglotait maintenant, doucement, comme quelqu'un qui aurait passé sa vie à se fondre dans le papier peint et qui, pour la première fois, serait trop clairement vu. « Je n'ai jamais eu l'intention de le tuer, » murmura-t-elle. Poirot incline la tête. « Non, mademoiselle, mais l'intention est le luxe de ceux qui réfléchissent avant d'agir. Vous avez agi par peur, et la peur, lorsqu'elle est mélangée au désespoir, devient quelque chose de mortel. » Elle ne fit aucun geste pour fuir. Il n'y avait plus nulle part où fuir. Poirot regarda Lady Strathmore. « Je suggère, madame, que Scotland Yard en soit informé immédiatement. » Et juste comme ça, le rideau est tombé. Plus tard, alors que le soleil se couchait derrière les collines et que nous nous retrouvions à nouveau seuls dans la véranda, je ne pus m'empêcher de frissonner. « Alors, dis-je, essayant de me débarrasser du malaise, en fin de compte, tout était question de silence. » Poirot hocha la tête, se tenant près de la chaise où Radnor avait trouvé la fin. Le fantôme du crime persistait ici, non pas dans le sang ou dans les armes, mais dans l'absence. Oui, Hastings, le silence n'était pas seulement une circonstance, c'était la méthode, le masque, l'arme elle-même. J'ai regardé autour de la pièce vitrée. C'est étrange, on pourrait penser qu'un meurtre dans un endroit comme celui-ci laisserait un désastre, du verre brisé, un cri, un signe que quelque chose a horriblement mal tourné. Poirot passa la main sur l'accoudoir de la chaise. Mais c'est ce qui le rendait si élégant. C'était un meurtre conçu pour ne pas se faire remarquer. Une mort enveloppée dans le bruit de la vie, musique, rire, tintement des flûtes de champagne. Il s'écarta et se tourna vers moi. « Vous voyez, mon ami, dans un monde où tout le monde parle, » a murmuré le tueur, « et à cause de ça, personne n'a entendu. » J'ai froncé les sourcils. « Mais tu l'as fait. »« Parce que je n'écoute pas seulement avec les oreilles, » dit-il en se tapotant la tempe. « J'écoute avec les petites cellules grises, et quand tout indique du bruit, Hastings, je demande, qu'est-ce qui se cache en dessous?
J'ai souri, quoique mal à l'aise. « Tu es une merveille, Poirot. » Il s'inclina théâtralement. « Ah, mais bien sûr. » Puis il fit une pause, juste un instant, et regarda la pièce une dernière fois. « Ce n'est pas le pétale de rose, ni le plastique, ni même les gants manquants qui m'ont dit la vérité, dit-il doucement. C'était le silence, l'indice le plus poétique. Car qu'est-ce que le silence, Hastings, sinon la confession la plus bruyante de toutes? Et sur ce, nous avons laissé la véranda derrière nous, alors que le crépuscule s'installait sur Elmden Park, et la maison qui avait brièvement confondu le calme avec la paix. La pièce était vidée depuis longtemps, à l'exception d'une seule. Miss Eloise Marchbanks restait assise dans le coin le plus éloigné de la salle de bal, sa silhouette se détachant de la grandeur qui l'entourait. Le poids de sa confession pesait plus lourd que n'importe quel lustre au-dessus. Ses mains, autrefois si stables avec le pinceau et le pigment, tremblaient maintenant alors qu'elle reposait sur ses genoux. Poirot ne la pressa pas. Il se tenait à quelques mètres, l'observant avec une douceur presque respectueuse. Elle parla la première, la voix fragile. « Je n'aurais jamais pensé pouvoir faire quelque chose comme ça. »« Vous n'êtes pas le premier, » répondit doucement Poirot. « Et tu ne seras pas le dernier. Je voulais seulement l'arrêter, » dit-elle, les yeux fixés sur le sol. « Juste un instant, juste pour lui faire réfléchir, j'ai pensé. Peut-être que s'il voyait que j'étais capable de quelque chose, il s'arrêterait. Et pourtant, dit Poirot en se rapprochant, il s'est arrêté, de façon permanente. » Un sanglot éclata, effréné. « Je ne voulais pas le tuer, je le jure. J'ai seulement appuyé sur le film pendant quelques secondes, puis j'ai paniqué et je me suis enfui. » Poirot s'assit doucement sur la chaise, à côté d'elle. « Mademoiselle, l'intention est une défense fragile. Aux yeux de la justice, le résultat est le même. J'ai tout gâché, murmure-t-elle. Ma carrière, mon honneur, même la confiance de Lady Strathmore. » Poirot pencha la tête. « Et pourtant, vous êtes plus courageux maintenant qu'avant, car vous n'avez pas fui. Vous êtes resté, c'est quelque chose ?» Elle le regarda alors, vraiment. « Pensez-vous qu'ils comprendront ?» La voix de Poirot était douce, mais ferme. « Non, mais ils pardonneront peut-être un jour. » Elle hocha lentement la tête en s'essuyant les yeux. « Je parlerai à la police. » Il se leva et lui tendit la main, qu'elle prit avec des doigts tremblants. Alors que les portes du salon s'ouvraient à nouveau, l'écho de ses pas dans le couloir lui parut plus silencieux que tous ceux qu'elle avait entendus ce jour-là. Et pourtant, plus lourd. Hastings, qui attendait près de la cheminée, poussa un petit soupir. Pauvre fille. Poirot hocha la tête. Le silence, mon ami, peut cacher un secret, mais il ne peut pas engendrer de culpabilité. Nous nous sommes assis plus tard dans la soirée dans le salon, avec un feu crépitant entre nous et une théière tiède qui devenait régulièrement froide. Je ne parvenais plus à contenir ma perplexité. « Tu sais, Poirot, » dis-je en posant ma tasse avec plus de force que nécessaire, « tu dois vraiment me l'expliquer clairement. Tu as résolu cette affaire avec rien. Pas d'arme du crime, pas de signe de violence, pas de poison, pas d'empreinte. Et pour l'amour du ciel, pas même un bruit. » Poirot sourit sereinement. « Ah, Hastings, vous pensez uniquement en termes de ce qui est visible, l'erreur classique. Alors sur quoi diable avez-vous basé votre conclusion ?» Il s'appuya contre le dossier de sa chaise, les mains serrées au bout des doigts. « Absence, mon ami. Absence. Exactement. L'absence de lutte, l'absence de son, l'absence d'indices physiques, mais surtout l'absence de présence, personne,
n'a admis avoir été avec Radnor quand il est mort. Et pourtant, quelqu'un devait être. La nature ne prend pas la vie avec autant de politesse. Je l'ai regardé. Mais comment savais-tu que c'était son? Les yeux de Poirot pétillèrent. Parce que Hastings, tout le monde a élevé la voix ce soir-là, sauf Eloise Marchbanks. Elle est restée la personne la plus silencieuse dans la pièce la plus bruyante. Et quand la mort arrive sans le son, c'est rarement une coïncidence. Je me rassis, étonné. Sapristi, il rit. C'est la poésie du silence, mon ami. Parfois, la réponse la plus forte est celle qui n'est pas prononcée du tout. Nous restâmes encore quelques minutes à Elmdene Park, après que Miss Marchbanks eût été escortée. Poirot se tenait près de la porte de la véranda, les bras soigneusement croisés derrière lui, comme s'il s'adressait à un public invisible. « Je vais vous le dire clairement maintenant, Hastings, dit-il, du début à la fin, alors que la vérité s'est dévoilée devant mes petites cellules grises. » J'ai hoché la tête, me préparant à écouter comme je le faisais toujours, prêt à être surpris. Cela a commencé par une contradiction, a-t-il déclaré. Un homme mort sans marque sur lui. Pas de lutte, pas de tollé. Mais il avait des ennemis partout. Trop pour une coïncidence. Il marchait lentement. Et pourtant, le même calme l'acte m'a dit quelque chose. Ce n'était pas un crime de rage, non, c'était prévu. Faire le ménage, invisible. Il leva un doigt. Le pétale de rose, Hastings, écrasé et sous le pied de la chaise, ce qui signifie qu'il était là, avant. Le corps de Radnor a été déplacé, mais la fleur d'où elle provenait se trouvait de l'autre côté de la véranda. Alors quelqu'un l'a suivi. J'ai demandé. Ou l'a porté involontairement, oui. Une brosse de tissu, une jupe traînante, la jupe de Miss Marchbanks, je parierais. Elle s'est assise à côté de lui. Elle s'est penchée en avant. Elle appela presser le film contre son visage. Aucun bruit, aucune trace. Il poursuivit. Ensuite, il y avait le gant. Pas celui de Radnor, pas celui de Lady Strathmore, taché de rouge à lèvres, mais avec une coupe plus délicate. Héloïse a dû le laisser tomber en s'enfuyant. J'ai froncé les sourcils. Et le message? La note à moitié brûlée nous disait qu'il avait été menacé, mais l'écriture manquait d'agressivité. Elle était précipitée, regrettant. Quelqu'un paniqué, désespéré. Poirot se tourna vers moi, les yeux perçants. Rassemblez tout cela, mon ami, et le portrait est clair, une pièce calme, une femme désespérée, une mort dont personne n'a entendu parler. Voilà. J'ai poussé un long soupir. Tu sais, marmonnai-je, tu fais du meurtre une chorégraphie. Il sourit. Comme toutes les grandes tragédies, Hastings, ce n'est pas le son qui compte, mais l'étape qui est manquée. Le lendemain matin, nous avons pris le train matinal pour Londres. Poirot, comme toujours, avait réservé un compartiment de première classe. Il était assis en face de moi, une fine couverture de laine drapée sur ses genoux, sirotant du chocolat dans une fiole en argent qu'il avait introduite clandestinement à bord, au mépris du protocole ferroviaire. « Je dois admettre, » dis-je en regardant la campagne se brouiller, « je ne sais toujours pas exactement comment vous avez su que c'était elle. Je veux dire, pas d'armes, aucun motif évident pour les autres. Cela aurait pu être n'importe qui. » La moustache de Poirot se contracta. « Mais ce n'était pas, mon ami. » « Oui, mais pourquoi pas Lady Strathmore? Ou Lionel, le docteur ?» Il m'a regardé, amusé. « Parce qu'ils ont fait du bruit. Ils se sont disputés. Ils se sont débattus. Ils se sont excusés. Mais mademoiselle, elle a chuchoté. Ou plutôt, elle n'a rien dit. » J'ai cligné des yeux. Alors le silence lui-même l'a convaincu. « Exactement, dit-il. C'est un paradoxe des plus curieux, n'est-ce pas ?
Dans une salle pleine d'artistes, c'était le plus silencieux qui tirait le rideau final. J'ai ri, quoique mal à l'aise. Rappelle-moi de ne jamais me taire en ta présence, Poirot. Il haussa un sourcil. Une sage décision, Hastings. Nous sommes rentrés à Londres en fin d'après-midi. Le brouillard avait commencé à s'infiltrer, s'enroulant autour des lampadaires de la gare, comme la fumée d'un tuyau invisible. À Whitehaven Mansion, Poirot trouva une enveloppe qui l'attendait. Une lettre, transmise par l'avocat de la succession, d'Elmden. Il l'ouvrit délicatement, les yeux plissés, à mesure qu'il lisait. Puis il eut un petit rire. « Qu'est-ce que c'est ?» j'ai demandé. « Un post-scriptum d'entre les morts », répondit-il en me tendant la note. C'était court, l'écriture de Radnor, sans équivoque. J'ai des raisons de croire que l'une des pièces les plus prisées de Lady Strathmore est une contrefaçon. J'ai l'intention de l'annoncer lors de la réunion de ce soir. Poirot plia à nouveau la lettre et la plaça dans la cheminée. « Trop tard, monsieur, » murmura-t-il. « Votre vérité a été étouffée avant que votre voix puisse s'élever. » La lettre brûla silencieusement. Son avertissement resta lettre morte. Son expéditeur disparut depuis longtemps. Et à ce moment fulgurant, la justice avait déjà été rendue, tranquillement, complètement et à la manière parfaite de Poirot. Et ainsi, une fois de plus, Hercule Poirot a prouvé que même en l'absence d'armes, de cris ou de suspects clairs, la vérité toujours trouve son chemin à travers le silence, avec rien de plus qu'un pétale de rose, un gant manquant et les discrètes contradictions du comportement humain. Il a découvert un meurtre caché à la vue de tous. Comme toujours, Poirot nous a rappelé que ce n'est pas le bruit, le drame, ou même l'évidence qui résout le mystère, mais les moments de calme, les gestes négligés et l'esprit qui voit. Ce qui n'est pas là. L'indice le plus dangereux, a dit un jour Poirot, est celui qui murmure quand tous les autres crient. Ce à quoi je devais bien sûr ajouter « Eh bien, je ne manquerai pas de crier plus fort la prochaine fois. Je préférerais ne pas devenir suspect juste pour avoir profité d'un peu de silence. » Que faire, toi? Je pense que c'est l'indice le plus crucial qui a conduit Poirot à découvrir le tueur. Était-ce le pétale de rose, le gant taché de rouge à lèvres, ou le silence étrange lui-même? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez apprécié ce mystère classique d'Hercule Poirot, n'oubliez pas de aimer, partager et abonnez-vous. Votre soutien nous aide à donner vie chaque semaine à des romans policiers intemporels. Restez à l'écoute. D'autres cas passionnants du monde de Poirot arriveront très bientôt. Merci et à bientôt.